Salut les marques et les smarks, bienvenue dans cet épisode 11 de Catch Up. Je suis Hank et accompagné comme toujours de chroniqueurs des cahiers du catch. Et aujourd'hui un épisode très spécial puisqu'on accueille deux nouveaux chroniqueurs, Flying Panda. Salut Flying Panda. Salut tout le monde. Et monsieur que j'essaye de ne pas lire le nom Skype, monsieur Amiral Armbar. Salut tout le monde et merci donc de nous accueillir sur ce podcast pour cet excellent épisode d'Euro. Oui, Voilà, un excellent épisode puisque c'est l'épisode du 4 juillet. Et qu'est-ce qui se passe le 4 juillet? Eh bien, c'est la fête d'indépendance des États-Unis. Et donc, la fête d'indépendance des États-Unis veut dire un Raw complètement patriotique avec beaucoup de tarte à la crème et de blagues bien grasses. On va commencer donc justement avec de la tarte à la crème puisque la première séquence qu'on voit dans ce Monday Night Raw, elle est dans les locaux dans une salle dans l'arène où ils sont. Par contre, si vous pouvez me préciser, j'ai oublié de noter dans quelle ville ils étaient parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire bonjour l'Amérique, etc. Et ils n'ont pas vraiment parlé de la ville où ils étaient. Est-ce que quelqu'un a retenu? Ouais, c'est à Columbus en fait, C'était à Columbus, dans d'accord. l'Ohio. Ok, voilà pour tous nos amis là-bas. Donc, on a une grande fête, un grand buffet avec tous les catcheurs. Il y a Art-Roof qui fait du rap sur une petite scène dans un micro qui est pas branché. Tout le monde s'amuse jusqu'à ce que les vaudevillains arrivent, Hayden English et Simon Gotch, pour gâcher la fête. English commence à chanter, je crois, Star Spangled Banner, mais de façon très théâtrale, et se prend une tarte dans la gueule, bien entendu. Le Miz demande à tout le monde de se calmer. Il dit, y en a marre, chaque année, ça se finit en bataille de bouffe. Et juste à ce moment-là, forcément, il se prend du chocolat dans la gueule, Maryse se prend une tarte, et c'est parti pour la bataille. Pendant ce temps-là, pendant que tout le monde est en train de se battre, on remarque que Kevin Owens est caché sous une table en train de bouffer des chips. Bodas se prend de la sangria sur la gueule, ou un truc qui y ressemble, par Enzo Encas. Heath Slater passe à travers une table, puis ensuite se prend des kilos de bouffe par tout le monde sur la gueule. Kevin Owens sort à la fin, une fois que tout le monde est parti bien dégueulassé. Il sort du dessous de la table en pensant avoir évité la catastrophe. Mais bien sûr, le caméraman qui le filmait lui met une tarte dans la tronche il s'énerve mais il ne réagit pas, il n'attaque pas le caméraman bizarrement. Donc voilà. J'ai noté gâcher des kilos de nourriture, voilà qui est bien américain. Donc... C'est clair, sachant que c'est quand même une journée où ils bouffent énormément, ils passent leur journée à bouffer, c'est comme le 14 juillet en France, ils sont en congé, ils boivent de la bière et ils bouffent du matin au soir. Donc c'est très représentatif. Je sais pas si on mange tant que ça le 14 juillet. Ah, pas autant que ça, c'est clair. Donc, c'est un bel hommage à Noël Godin aussi, toutes ces tartes quand même. Bon, pas grand chose à dire, hein, voilà. C'est un beau segment. Si vous aimez, si vous aimez l'humour à la Benny Hill, n'hésitez pas. Moi, j'ai une petite crainte, c'est que vu qu'ils ont représenté Kevin Owens en train de bouffer des chips, j'ai peur que ce soit signe de dépouche et qu'il lui fasse faire une carrière à la Bob Dempsey là dans NXT, parce qu'il avait une gimmick de gros sur la fin. Ou non, c'est pas. Enfin, là pour le coup. Non, je pense qu'il n'y a aucun plan de push ou de dépush dans cette séquence, c'est rien. Il y en a qui s'empifferaient de pas mal de choses. J'ai oublié de préciser, il y avait aussi un bras de fer entre Cesaro et ah merde. C'était qui déjà? Ça, j'ai pas noté qui c'était. Cesaro et Del Rio, un truc comme ça. Bon, bref, plein de choses formidables. On va passer au catch. Alors juste, moi, ce qui m'a surpris pour refinir cette séquence, c'est qu'en fait, dans les comportements des personnages, des catcheurs, que ce soit les heels ou les face, ils étaient ensemble en fait. Il y avait plus finalement de cloison entre justement le méchant et les gentils. Ils étaient à table, ils bouffaient tous. Ils avaient l'air de passer un bon moment, donc je trouvais ça assez déconnant finalement. En plus de la scène qui est n'importe quoi, il y avait aussi ce côté-là qui était un peu chiant. Et c'est dans ces moments-là qu'on regrette l'absence du Great Khali et de Hornswoggle. Et de Mae Young. Rest in peace. De Mae Young, ouais. Et Mae Young et Santino. Ouais. Voilà.
Donc voilà. Est-ce que vous voulez vraiment en parler longtemps? Non, surtout que juste après, il y a Lilian Garcia qui chante l'hymne national américain, donc on s'est tapé 10 minutes d'entrée d'euro qui était quand même déjà au ras des pâquerettes. Qui massacre l'hymne américain. Voilà. Donc on va pas l'hymne, j'allais même pas en parler parce que bon, Lilian Garcia qui chante l'hymne américain, c'est comme Noël, hein, c'est tous les ans. Ouais. Donc du coup, on va passer au catch. Ce soir, on avait un gros match, enfin un gros match, oui si, un gros match pour commencer, champion contre champion. Dean Ambrose contre le Miz. Donc ce match se déroule avec Ambrose qui domine sur le début, il balance Miz dehors, le pousse sur les barricades, Miz se venge en le balançant dans la Timekeeper's Area et en profite pour embrasser sa femme Maryse. Miz arrive à caser un figure four lock au bout de 5 minutes, mais Ambrose touche une corde à temps pour sortir de la soumission. Il balance une nouvelle fois le Miz dehors, Miz rate un neckbreaker, Ambrose reprend le dessus mais il est blessé à la jambe. Miz contre un Dirty Deed et en fait un figure four, mais ça ne marche pas. Ambrose arrive encore à se sortir du tombé, il me semble. Puis Ambrose réussit à le balancer dehors une nouvelle fois, et cette fois-ci il lui saute dessus. Plus tard, Ambrose contre un Skull Crushing Finale avec un roll-up, ça fait un compte de 2, et à la fin il finit comme d'habitude avec un Dirty Deeds pour la victoire. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Alors bon, bien sûr aucun enjeu, mais allez-y, Panda. Non, bon, bah d'accord. Que dire c'est un match pour occuper les deux avant le PPV, quoi. Les champions versus champions, quand t'as pas vraiment de FUD ou d'enjeu autour, c'est très difficile de rentrer dedans. Bon, voilà, ça permet un peu de voir l'évolution entre Miz et Maryse. Ambrose, voilà, qui gagne, puisqu'il il a besoin de victoires de toute façon, quoi qu'il arrive en tant que champion du monde. Mais ouais, non, là, il y a pas, enfin, je vois pas grand-chose de plus. Non, surtout qu'en plus un match comme ça entre Après, on précise, Panda. Ouais, c'est que. Là, juste, est-ce que t'as vu un extrait du match ou pas, Panda? Non, moi je vous avoue, j'ai pas vu le show, j'ai juste lu le compte rendu. Oui, parce que Panda est rentré illégalement dans ce podcast. C'est-à-dire qu'au début, il m'a dit en fait, j'ai pas vu. Voilà, donc ça fait 2 ans que je les regarde plus, mais je lis les comptes rendus. Donc je suis au point. En revanche, j'ai vu, je pense, le seul moment qui valait la peine de voir dans ce Attends, on en parlera plus tard. Après, ouais. Si on en a pas parlé, on en parlera plus tard. Ceci est un teaser, mesdames et messieurs. Ceci est un voilà. Il a vu 2 minutes d'Euro, devinez lesquels. Bon, alors, ouais, bah ce match-là, c'est un peu compliqué, hein. C'est sûr que le champion de la WWE contre le champion intercontinental, on sait déjà qui va gagner à l'avance. C'est assez classique. Le seul truc intéressant, c'est que ça place un peu plus Ambrose au niveau du champion. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. C'est assez rafraîchissant finalement, puisque ça fait depuis en gros 2 ans qu'on n'a pas eu un champion face qui est favori de la foule. Puisqu'on s'est tapé du Roman Reigns, mais Roman Reigns était conspué par la foule. Faut remonter jusqu'à John Cena, c'était en SummerSlam 2014, donc il y a 2 ans. Donc d'avoir... Pardon? Après quand ils font un titre au Rock? Ouais, je crois, tout à fait, ouais. Donc après, on a eu que du Reigns ou des heels, Seth Rollins, Sheamus, Triple H, etc. Le problème, c'est que tu avais Seth Rollins qui était champion heel acclamé et Roman Reigns champion face hué. Voilà. Exactement. Donc du coup, d'avoir un champion face que le public aime bien, ben c'est sympa, ça permet de faire des choses un peu différentes, je trouve. Donc là-dessus, Ambrose fait le boulot. Et puis j'aime bien comme il joue aussi avec Seth Rollins juste après dans la séquence qui suit le combat en fait. Puis il y a Seth Rollins qui arrive, Ambrose qui fait mine de courir pour l'agresser, mais en fait non, il va faire le commentateur. Donc voilà, il fait des petits jeux d'esprit aussi, ce qui est assez rare sur les faces, donc c'est plutôt agréable. D'accord. On va parler de l'autre gros match, donc c'était Rollins contre Ziggler. Un peu moins gros, hein, parce qu'il y a Ziggler dans le mix, et puis voilà, on parle en long et en large du sort de Ziggler et de... Mais le match était bien. J'allais dire, ouais, sa spirale infernale, elle est pas si infernale que ça, parce qu'il fait encore, il a encore le droit à des beaux matchs. Par contre, il a pas le droit à une ceinture, ça, il est interdit. Mais donc,
lorsque Ambrose repart, Seth Rollins arrive pour son match et Ambrose lui fout une main au cul en disant bon garçon, genre un peu en se foutant de sa gueule. Et finalement Ambrose revient pour commenter le match à table des commentateurs espagnols. Ce qui va amener une séquence un peu débile où il essaie de parler espagnol mais il parle à moitié italien, enfin bref. Donc Ziggler arrive pour le match. On apprend aussi à ce moment-là que on saura au prochain SmackDown, donc il sera sûrement passé quand vous entendrez ce podcast. L'adversaire de Lesnar à SummerSlam. Bizarre il l'annonce à SmackDown sûrement pour faire de la promo pour SmackDown, mais bref. Passe au match. Donc Ziggler, il réussit à faire quelques contres et des comptes de 2 sur Rollins. Et au début, Rollins se fait largement dominer en fait. Et donc Rollins se tire du ring 3 ou 4 fois dans le match. À un moment, il arrive à reprendre le dessus sur Ziggler avec un enziguri. Donc j'ai noté encore Ziggler réussit énormément de tomber de 2 voire 2,5. Beaucoup de contres entre les deux. Donc Ziggler sort sa panoplie de super kick, il fait un switch in music et Rollins devra tenter 3 fois son pedigree pour réussir à le passer entièrement et donc gagner le match sur un tombé. Donc voilà. Match j'avais pas donné mon avis sur Ambrose le Miz qui était plutôt pas mal. Par contre, vraiment le Rollins Ziggler, moi je l'ai trouvé amusant et puis ça changeait un petit peu parce que pour le coup Rollins a fait vraiment de l'anti-jeu pendant tout le match et puis voilà pour bien valoriser son pedigree qui donc réussit à foutre Ziggler KO alors que Ziggler a pris très peu de coups dans le match. Donc allez-y, le premier qui parle. C'était un match sympa, je trouve. Ziggler contre Rollins. C'est sur le papier, c'est intéressant. C'est 2 gars qui savent très bien catcher, qui font bien le boulot, qui vendent bien les coups de l'un de l'autre. Là, on a vu donc Rollins, comme tu disais, qui s'est fait mener une bonne partie du match. D'habitude, c'est Ziggler qui est dans ce rôle-là, hein, qui vend les coups de l'adversaire et qui fait un peu la serpillière tout encaissée avec des boom bumps. Bah là, c'est Rollins qui le fait. Du coup, Ziggler à la position inverse. Non, c'était plutôt intéressant. Après, c'était un segment qui était assez court. C'est clair que ça mériterait peut-être de leur donner un de ces jours, peut-être plus de temps pour développer un match plus intéressant. Mais bon, c'était sans enjeu, sans conséquence, mais plutôt pas mal. Et j'ai bien aimé la façon dont ils ont vendu le match. Donc c'est Ziggler qui demande le match contre Rollins, puisqu'avec la draft qui arrive bientôt, il s'est dit que peut-être c'est la dernière chance qu'il a d'affronter Rollins. Donc il veut affronter Rollins pour voir s'il peut le battre. Donc ça correspond un peu au personnage. J'avais pas noté ça, ouais. Et ça, pour une fois, pour un match qui sort un peu de out of nowhere, c'est pas totalement con pour le mettre en place. Disons, si il profite de la draft pour redonner un peu d'exposition à Ziggler, pourquoi pas. Après, pour dire voilà, on a toujours Ziggler sous la main, il sait toujours faire ce qu'il sait faire, il est toujours bon. Parce que Ziggler, généralement, il est bon dans le ring quand même. Faut pas non plus. C'est juste que voilà, il a son personnage est peut-être essoufflé, mais à voir si la draft arrive à lui redonner un peu d'exposition. J'espère pour lui, parce que bon, il mérite, il peut encore donner des choses, donc ouais, ça peut être cool si la draft lui donne du truc. Il y en a beaucoup qui méritent, c'est ça le problème, et il faut pouvoir caser tout le monde. Eh oui. Quand tu vois qu'ils ont viré Sando il y a quelques temps, alors que Sando il a un talent de malade, c'est que... j'irai pas, enfin dans le ring, j'irai pas jusqu'à dire talent de malade non plus. C'est un bon catcheur, mais il est meilleur en psychologie, enfin pas en psychologie, il est meilleur en gimmick que en catch, quoi. Ouais, en acting, ouais. Tout à fait. Et on va juste parler de la fin du match, donc juste après. Rollins vient faire une promo pour expliquer une nouvelle fois que Roman Reigns doit être supprimé du Triple Threat, qu'il ne mérite pas d'être j'ai noté Battleground. J'ai un doute. Oui, c'est Battleground, ouais. Si c'est Battleground. Ah là, je confonds les pay-per-view maintenant. Donc qu'est-ce que ça va être quand il y aura 2?
et même donc il mérite pas d'être dans la liste de draft. Enfin bref, il veut carrément qu'il se fasse virer quoi. On rappelle que Roman Reigns est sous une suspension de 30 jours et qu'il reviendra donc techniquement il est autorisé à revenir 2 jours je crois avant le pay-per-view. Donc le public est totalement d'accord avec Seth Rollins, hein, ils sont à fond pour lui. Ambrose lui répond que s'il veut le titre, il peut l'avoir. Et lui balance à ce moment-là, enfin donc Ambrose qui se met, Rollins est sur la table des commentateurs américains et Ambrose se met sur la table des commentateurs espagnols. Et donc bref, il lui balance sa ceinture et juste à ce moment-là, il lui saute dessus. Et ensuite, il arrive à lui caser un Dirty Deeds sur la table espagnole qui ne casse pas. Mais pour une fois. Ouais, ça marche. Tu regardes un peu de Chamania assez souvent. Mais pour dire pour une fois. Donc voilà, bon, on va quand même passer là-dessus. C'était un segment sympa, mais c'était une répétition un petit peu du discours de Rollins la semaine dernière. Complètement. On a eu, ouais. Ils sont là-dessus pour qu'on continue de parler de Roman Reigns. Hein. Voilà, et puis toujours mettre peut-être un poil de suspense sur la présence ou pas de Reigns. Vidéo promo ensuite des Wyatts sur les New Day. Ils disent qu'ils ne vivent pas dans le vrai monde, voilà, la critique habituelle de la positivité et tout ça. Les Wyatts qui sont dans le vrai monde aussi. Et Braun Strowman parle, ça fait très peur. Il dit 3 mots, mais ça fait toujours peur de voir Braun Strowman parler. Les New Day passeront un peu plus tard dans le Raw pour dire que les Wyatts voilà sont ridicules, c'est des consanguins, mais ils restent plutôt sympas puisque les Wyatts les ont invités dans leur baraque dans les bois. Pour on ne sait pas quoi, hein, peut-être un barbecue, mais ils sont justement au moment de leur promo les New Day, parce que les New Day sont au milieu du ring, au moment de la promo des New Day, les Wyatt les interrompent en direct de leur cabane, enfin direct entre guillemets. Ils ont la fibre optique de la cabane, hein, c'est super. Voilà. C'est l'Amérique. They bring it via. En tout cas, ils ont une très bonne connexion. Ça c'est clair. Via satellite. Et donc Bray leur explique une nouvelle fois qu'il va les amener dans son monde pour leur montrer la vérité. Et il dit que c'est la bataille la plus vieille du monde, le bien contre le mal, la positivité contre la peur. Et juste après, on retourne vers les New Day qui disent oui, on accepte l'invitation, tout ça. Enfin, Kingston, il est à fond. Et puis ils font une blague sur le fait de propager la positivité. Enfin, il y a une je sais pas si je l'ai interprété comme ça, mais j'ai eu l'impression dans le public ça riait aussi sur le fait genre on va je saurais pas le traduire, mais on va propager la positivité partout, sur les fenêtres, sur machin, etc. Bon, il y a une connotation un peu dégueu, mais bref. C'est clair qu'ils le font assez souvent New Day, le côté un peu borderline où ils parlent de cul sans en parler vraiment. Donc là c'était carrément ça. Ouais. Et ensuite, on a, comme la semaine dernière, Xavier Woods qui est le seul à prendre les choses vraiment au sérieux. Alors la semaine dernière, il était carrément traumatisé. Cette semaine, il est un peu plus raisonné. Et puis il dit à ses potes, il faut vraiment prendre la menace au sérieux et tout ça. Et faut arrêter les conneries enfin, il dit pas des licornes tout ça, mais on va dire de la positivité et puis du fait de prendre tout à la légère. Et il dit si on prend pas ça au sérieux, je ne pense pas que les New Day survivent à cette rencontre. Donc voilà, on a une nouvelle fois cette intrigue de Xavier Woods. Est-ce qu'il va quitter les New Day, est-ce qu'il va rejoindre les Wyatt, ou on ne sait pas. En même temps, à la décharge. Voilà. Excuse-moi. À la décharge de Vicky et de Kofi, c'est un peu dur de prendre les Wyatt au sérieux, vu qu'à chaque fois les mecs s'attaquent à un gars. En fait, ils jouent à pile ou face. On va on va attaquer celui-là, et à chaque fois ils perdent. Donc c'est difficile de les prendre au sérieux. Ou alors là, quand ils gagnent, quand ils ont gagné, ça a déjà arrivé, par exemple contre le Miz il y a longtemps, contre Ryback,
Les Wyatt l'embarquent, on ne sait pas où, et puis la Superstar revient la semaine d'après, la fleur au fusil, rien ne s'est passé. Donc c'est vrai jusqu'à présent, comme tu dis Panda, soit ils perdent, soit ils gagnent mais il n'y a aucune conséquence, donc là c'est pas forcément intéressant l'orientation qu'ils prennent, de faire sentir la présence et l'influence dérangeante de Bray sur Woods. Espérons qu'ils se foirent pas comme ils avaient fait avec Brian il y a quelques temps, et que ça mène à quelque chose. Dans tous les cas c'est bon moment je pense pour que le New Day ça bouge un petit peu. Ce qui serait bien, c'est que les Wyatt visent vraiment les titres par équipe. Parce que je veux bien qu'on s'attaque aux fans de Laurie, à la positive attitude, tout ça. Mais si en plus ils peuvent choper les ceintures ou au moins se battre pour les ceintures, ça peut être intéressant. Parce que les Wyatt, ça tourne quand même en rond depuis un sacré bout de temps quand même. Bah ils ont eu une absence aussi. Mais moi je trouve que c'est les adversaires idéaux. Hein. Enfin, ils sont 3 contre 3, ça marche bien. C'est surtout que ils représentent, enfin c'est juste l'opposé, c'est pile l'opposé. Et puis pour une fois, c'est pas oui comme vous dites, c'est symétrique quoi. 3 contre 3, c'est pas la bande à Wyatt qui va s'attaquer à Cena ou qui va s'attaquer à Brian, machin. Et on sait très bien que à la fin, ça paraît peu probable qu'il gagne, alors que là pour le coup il y a une sorte d'équilibre. Et puis voilà, donc moi j'ai trouvé ça plutôt bien amené. Oui, par contre, faut que les Wyatt gagnent. Hein. Faut que les Wyatt y gagnent parce que sinon, s'ils perdent encore une fois, c'est pas possible quoi. Ils ont un potentiel d'en faire quelque chose de bien, de sérieux en termes de heal dangereux, mais à chaque fois ils bousillent ça en les faisant perdre. Donc là, il faudrait qu'ils gagnent contre New Day. Une fois en plus, New Day s'approche bientôt du record, donc le record sera passé. Ça c'est bon. Donc ouais, à mon avis, scénaristiquement, il faut que les Wyatt gagnent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ouais. Ah bah bien sûr. Oui, non, mais par contre, le petit truc qui pourrait freiner ça, c'est voir au niveau des records de tag team, combien de temps ils ont duré New Day, est-ce qu'ils doivent pas dépasser tel seuil Si, mais c'est bientôt, je crois, c'est une semaine ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est vraiment très très bientôt qu'ils atteignent le truc. C'est pas le record absolu, hein. Parce que oui, ils sont pas loin de Kendrick et London, je crois. Mais le record absolu, enfin, pour moi, ça reste Demolition qui a plus de 400 jours quand même. D'accord. On va passer à la séquence que vous attendez à chaque fois. La séquence qui fait rire le monde entier. La séquence Jobbers World. Le monde des jobbers. Le Jobbers World est plutôt conséquent aujourd'hui. Nous avons tout d'abord Social Outcast qui sont venus aller en soldats de l'Union, il me semble. Alors d'après Monsieur Armbar, c'est pas exactement ça, mais bref, ils sont habillés en soldats américains traditionnels. Traditionnels. On va dire ça comme ça. Voilà, ils viennent sortir une petite promo comique et ils sont interrompus dans leur hommage par Enzo et Cass qui viennent sortir aussi une promo. Ils promettent une Star Spangled Banter pour un jeu de mots parce que Banter c'est genre de l'humour, enfin je saurais pas exactement le traduire, mais voilà, c'est des petites blagues quoi. Et il cite Enzo s'amuse à citer tous les présidents des USA depuis la création des USA pour dire que tous ces présidents seraient insultés de voir les social outcasts déguisés comme ça. Et bref, on a un match entre les deux teams. Enzo et Cass gagnent grâce à un boom shakalaka sur Bo Dallas. Voilà, ça dure 3 minutes. Ensuite, on avait Becky Lynch contre Summer Rae. Après le match avorté de la semaine dernière, on espérait avoir évité ce match et finalement on l'a quand même. Donc, à part des headlocks et des soumissions un peu molles, Summer Rae ne fait rien et se fait battre par soumission justement avec le disarmeur de Becky Lynch. Natalia est dans les coulisses, elle regarde sur un écran et elle fait la moue. Voilà. Vaudevillain contre Golden Truth avec Breezango au commentaire et des paroles façon karaoké sur l'écran quand Truth arrive pour son célèbre morceau de hip-hop. R-Truth fait le tomber sur Hidden English, c'est tout ce que j'ai retenu parce que c'était franchement pas très pas très reluisant. Donc voilà. Allez, est-ce que je mets Vicky Guerrero là-dedans?
On va mettre Vicky Guerrero là-dedans. Arrivée de Vicky Guerrero à un moment d'Euro pour demander sa place de GM, hein, comme tous les anciens GM ces dernières semaines. Donc elle demande sa place de GM à SmackDown. J'ai noté qu'elle a pris quelques kilos, c'est un peu méchant, mais elle demande au WWE Universe de la supporter. J'ai noté que ça fera plaisir à Yerem qui se demandait où était Vicky Guerrero la semaine dernière. Elle lance des hashtags un peu dégueulasses aussi, genre des trucs qui font genre 3 mots, Vicky Guerrero for GM, je sais pas quoi. Et au bout de 2 minutes, elle se fait choper par la sécurité et virer. Pas exactement du bâtiment puisque on la retrouve ensuite dans les coulisses alors qu'elle se fait virer du bâtiment. Apparemment ça a pris 3 heures de la virer du bâtiment parce que les agents de sécurité croisent Ziggler sur leur route alors qu'ils sont en train de virer Guerrero. Et donc Vicky demande à Ziggler hey, dis-leur que tu me connais, je suis invité par Stéphanie, Vince et Vince et Shane. Et Ziggler dit je n'ai jamais vu cette femme, et voilà, c'est ma petite blague. Donc voilà, c'était tout pour le Jobbers World de la semaine. C'était pas mal déjà. On va passer, je vais pas mettre, j'avais les Nawak juste après, mais là ça va faire un peu too much, je les mettrai tout à l'heure. Donc on va passer à Charlotte qui arrive sur scène avec Dana Brooke, sa protégée. Charlotte dit que tout le monde est jaloux d'elle. Et surtout Sasha Banks, et que Sasha Banks est finalement juste une grosse hype et qu'elle n'a pas prouvé sa valeur dans la WWE. Sasha Banks arrive forcément pour l'interrompre et lui dit que We will return to your scheduled programming shortly, or we are currently experiencing technical difficulties. We will return to your scheduled programming shortly, or we are currently experiencing technical difficulties. Voilà, c'est le commentaire du segment. Je ne pas interrompre Amiral si vous voulez lancer une réflexion. Mais non, t'es passé un peu vite tout à l'heure sur Becky Lynch. Je note juste que moi, il y a un moment que j'apprécie particulièrement sur les divas, c'est que quand tu as une feud autour du titre et une feud secondaire. Donc ils mettent enfin Charlotte face à Sasha, c'est très bien. Il y a une feud secondaire où le titre est pas en jeu, enfin il n'est pas concerné, c'est très bien. Pour moi, la situation actuelle me va parfaitement. Et j'espère juste que Sasha va prendre le titre très rapidement. Il manque Paige quand même. Moi, je suis toujours frustré qu'il y ait si peu Paige dans le ring et dans les feuds. Je trouve ça assez minable. Donc voilà, j'espère qu'à un moment donné, ils vont les réinjecter dans les storylines. Mais sinon, je suis d'accord. C'est pas trop mal ce qu'ils font. Là, comme ils amènent Sasha contre Charlotte, c'est un truc assez classique, mais généralement, c'est une construction scénaristique qu'on voit plus sur les hommes. Donc là, le fait de le voir autour du titre des femmes. C'est peut-être une évolution que ça va dans le bon sens, donc à suivre. D'accord. On va passer à John Cena, qui vient parler, bien entendu, de sa situation avec AJ Styles. Il explique une nouvelle fois, il fait quasiment la même promo que la semaine dernière, que Styles a tout gâché en appelant son club pour le battre à Battleground. Et sur ces entrefaites, bien sûr, AJ Styles arrive et il sort une promo plutôt comique où il dit que sa passion est celle du club, c'est de battre John Cena semaine après semaine après semaine, car il n'y a rien de plus fun que battre Big John. Tabasser même, ce qu'il dit, c'est tabasser, beat up, c'est tabasser, puis il y a le club avec lui sur scène. Voilà, et donc il cite toutes les prochaines fêtes nationales pendant lesquelles ils vont pouvoir tabasser John Cena, donc Labor Day, Halloween, Noël, et ils finissent bien entendu par attaquer John Cena. Et à la rescousse, et donc j'ai oublié de préciser, AJ Styles dit que John Cena n'a jamais personne pour l'aider en fait. Finalement, à chaque fois qu'ils arrivent pour le piéger, pour tricher pendant un match, il y a jamais personne pour aider John Cena, tout simplement parce que John Cena est haï de tout le vestiaire. Enfin, du moins c'est l'opinion de AJ Styles.
Mais donc, le moment où le club attaque John Cena, c'est aussi au bout de quelques secondes, le moment où Big Cass et Enzo reviennent dans la partie pour aider Big John et faire fuir le club. Voilà, c'était la séquence. Des avis? Ouais, bon, ça reste classique, mais c'est pas mal mené. Styles, il mène bien la baraque. Il est plutôt bon, il s'installe de plus en plus confortablement dans son rôle de heel au sein de WWE. Par contre, il faudrait qu'il prenne un peu plus de temps pour développer Gallows et Anderson. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont assez finalement en retrait. C'est presque les bodyguards de Styles à ce niveau-là. Il manque un peu de personnalité. Ouais, mais dès qu'ils sont traités dans le segment, enfin, ils sont vraiment en retrait. Faudrait qu'ils prennent un peu plus d'espace, je pense. Bah après, c'est pas leur faute, hein. Enfin, ils sont pas, comment? Ils sont censés être les sous-fifres de Styles, même si il est considéré, enfin, ils présentent ça sous la forme de l'amitié, etc. Ça reste les sous-fifres. S'ils avaient un peu d'amour propre, ils iraient voir les médailles, les ceintures tag team. Ouais. Après justement, c'est ça qui est intéressant de les mettre là avec Enzo et Cass dans la balance. C'est moins un gros star power forcément que Cena, donc peut-être qu'ils vont pouvoir plus avoir du temps d'interaction avec Enzo et Cass. Voilà, par rapport à eux, c'est bien. La Team Soft, ça les installe un peu plus en les mettant dans une feud avec beaucoup de grosses stars, hein, avec John Cena et Jay Styles, donc du coup ça les met aussi un peu plus sur les projecteurs. Donc voilà, ça peut être cool. C'était assez prévisible finalement parce que Cena, je peux vous remarquer, mais il fait souvent ça pour récupérer un peu de pop ou de faveur de la foule. Ils vont le mettre dans une storyline où il est l'allié de gens qui sont favoris du public. Ça s'est passé avec Zack Ryder, ça s'est passé avec Daniel Bryan. Ouais, voilà quoi, c'est un peu le suck de John Cena, de Spotlight qu'il fait régulièrement. Mais bon, ça peut être un truc intéressant à voir après en match. Ben, je vais être à contre-courant pour ma part parce que ça me fait beaucoup peur par rapport à AJ parce que déjà l'envoyer directement face à Cena, j'avais un peu peur parce que quand on sait comment Vince a tendance à traiter les mecs qui viennent des autres fédés et à vouloir complètement les détruire pour dire ouais t'es une star là-bas mais chez moi t'es moins que rien. Il a toujours fait ça et c'est complètement horrible et débile de sa part. Et du coup là, moi j'ai peur que on ait après une grosse série d'humiliations sur AJ Styles et le club et que voilà ils se prennent 3 ou 4 défaites d'affilée, qu'ils se fassent maraver au possible et franchement et puis j'ai l'impression de revoir la feud entre le Shield et Ryback avec un gang heel solidaire, ces trois potes voilà qui veulent tout défoncer, qui s'en prennent à un top guy et le gars en fait il est tout seul et t'as 2 mecs sortis de nulle part qui viennent l'aider quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça et franchement ça m'emballe pas des masses. Ouais, enfin là tu compares quand même Ryback à John Cena, c'est pas le même calibre. Toute proportion gardée mec. Mais moi ça me dérange pas je la vois déjà la feu ils vont continuer à tricher pour le prochain coup et puis au bout d'un moment va y avoir une stipu qui empêche Anderson et Gallows d'arriver. Va y avoir un pur Edge Styles contre Cena. Anderson et Gallows vont essayer d'intervenir, mais Cass et Enzo vont venir pour les arrêter et Cena va gagner et ça se finira comme ça. Mais ou alors dans un match où les trois, donc Cena, Enzo et Cass, ont l'ascendant sur le club, arrive à ce moment-là Finn Balor qui vient rétablir la balance. Va savoir. Je sais pas où elle peut mener cette fois, hein, mais moi j'ai pas trop la même peur que toi Panda par rapport à Styles, parce que oui, envoyer directement quelqu'un quand il arrive sur Cena c'est un peu casse-gueule, mais on a des exemples qui marchent quand même, genre Kevin Owens. Ils ont fait ça, il était encore à NXT. Et après Cena, il a mis un peu de temps à remonter, mais il a eu un titre continental, il a des feuds intéressantes, il est de plus en plus mis en avant, donc on peut s'en relever. Je pense que Styles n'est pas forcément en péril dans son futur, parce qu'il le met face à John Cena. Et surtout, c'est compliqué de faire gagner un heel quand c'est pas pour la ceinture, quoi. C'est généralement, enfin, j'ai cette impression-là. Après, je sais pas si je me trompe, mais
un heel, tu peux le faire gagner si c'est pour qu'il ait une ceinture et ensuite qu'il remplisse un peu l'espace et tout ça. Mais si c'est juste un match d'honneur et de un peu de fierté et puis du mec qui a raison finalement. Le mec qui a raison est forcément le face à la fin. Enfin, c'est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Styles est différent d'Owens. Parce que déjà, il est beaucoup plus vieux. Il a une carrière. Je crois qu'en termes de longueur, c'est à peu près pareil. Mais c'était surtout le top guy de la TNA, donc le top guy de la fédération numéro 2. On peut bâcher la TNA comme on veut. Il y a quand même à une époque, c'était assez haut. Ils offraient un produit de qualité et AJ Styles était la star quand même là-bas. Et quand tu vois voilà comment la WWE a traité les top guys des autres fédés, qui les a mis plus bas que terre, hein, c'est vraiment tu te rappeler bon, je vais prendre l'exemple de Goldberg, il est resté qu'un an, mais franchement il a pris pas mal de coups, pas mal de gars qui venaient de la VCV quand ils sont arrivés au moment de l'invasion. C'est pour ça que j'ai peur en fait. C'est vraiment pour ça. Je comprends, t'as des bons exemples, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de contre-exemples ces derniers temps. Hein. Si on regarde Styles, pour l'instant, il est plutôt bien traité. On fait rentrer au Royal Rumble, une feud contre Jericho, une feud ensuite contre Reigns pour le titre mondial. Jericho à Mania. Oui, mais il a fait des bons matchs, enfin, et ça n'a pas baissé pour autant. Il est pas plus faible pour autant, en fait. Oui, ben, c'est pour ça que j'ai peur, en fait. J'appréhende, si tu veux. Par exemple, un autre top guy de la TNA, Samoa Joe, qui est champion actuellement à la NXT, donc ça va, il est pas maltraité non plus. Certes, il est pas dans le roster principal, mais... C'est truc-là, je suis en charge, c'est pas pareil. Mais moi je trouve pas, enfin pour l'instant, je trouve que la gestion de Styles, il est très bien mis en valeur malgré voilà, il s'est heurté au mur Roman Reigns, mais là je pense que le mur Roman Reigns s'est brisé là. Je les vois. Il y a une fissure, ouais, c'est clair. Je les vois vraiment pas, même si il est là, voilà, pour le triple threat parce que c'est le Shield et qu'ils vont pas annuler ça parce que. Je pense que plus qu'une question de storyline, en fait, même si au dernier podcast j'ai joué l'avocat de la suppression de Reigns du match, mais ce qu'ils peuvent pas faire, c'est annuler juste à cause des gens qui ont acheté leur ticket, en fait. Non, puis c'est tellement une affiche qui est construite depuis longtemps et tout le monde veut et que ça aille vers là, tout le monde veut la confrontation du Shield, donc faut qu'elle ait lieu, ça c'est clair. Mais là c'est vrai que depuis qu'en plus on sait la raison, la suspension Roman Reigns, donc les amphétamines si je dis pas de bêtises, c'est clair que ça rappelle des histoires pas très cool du passé à WWE, donc là ouais c'est peut-être un carton jaune qui va un peu le fissurer ce mur Roman Reigns comme tu dis. Après, c'est pas le premier champion, enfin top guy qui se fait attraper pour dopage ou ce que vous voulez, hein, mais non, c'est clair. En revanche, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là où je te rejoins, c'est que ce serait bien que Reigns après soit mis de côté ou du moins qu'il redescende un peu dans la carte pour que Ambrose soit davantage mis en valeur en tant que champion. Qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un champion de transition, un champion de papier. Faut que Reigns fasse de la place. Moi, je doute qu'Ambrose reste pendant très longtemps. Je pense que Rollins va reprendre le dessus. Ouais. Mais bon, Ça fait qu'ils perdent le titre, mais qu'ils restent autour du titre. Mais je veux dire, pour qu'il soit vraiment mis en valeur, que les gens puissent vraiment accrocher à son personnage. Bon, c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Et ce qu'il faut, Ambrose, le gros souci que j'ai avec son personnage, c'est que c'est bien de faire le gars cool, le dude, machin et tout. Mais à un moment, tu peux pas. Enfin bon, ça a pas l'air de déranger le public pour l'instant. Mais à un moment, tu peux pas faire un grand champion si c'est pas un champion qui est passionné par la ceinture et qui veut vraiment genre et son discours en ce moment et même depuis toujours, c'est genre ouais, j'aimerais bien avoir la ceinture. Ouais, ça serait cool. C'est genre, il a pas de, tu vois, il a pas une grosse motivation, etc. C'est juste limite. Paul a fait sa carrière en balançant la ceinture au milieu du ring quand il est arrivé, hein. Donc, tu vois, c'est pas.
Ouais, mais Stone Cold, il voulait défoncer ses adversaires, quoi. Oui. Et il était pas, enfin, Ambrose, c'est vraiment le branleur, quoi. Oui, il lui manque un peu de fighting spirit, en fait, voilà. pour être un peu plus niaquant, percutant, en fait. Après, ouais, ça peut être aussi un style différent. Peut-être qu'ils vont le faire évoluer. Ils ont intérêt à le faire, hein, le faire évoluer un peu en crescendo. Bah, ce qu'il faut, c'est vraiment, enfin, je vais pas dire un traumatisme, mais il faut un truc qui le touche. Et là, on va passer en mode genre, Michael Cole va dire, oh, je l'avais vu avec cette attitude. Et il va le dire au moins 3 fois dans l'émission, ça c'est clair. Hein. Il y a encore des gens qui écoutent Michael Cole. Eh oui. Bah oui, moi je regarde en VO, je suis bien obligé. Des moments, je me bouge pas les oreilles, mais je ferme mon esprit et je les entends à peine, mais. Moi, JBL, c'est presque pire. Hein. Comme dirait JBL dans le style de répétition, c'est presque pire que quoi. Ah ouais. C'est horrible. Comme dirait Randy Orton, I got voices in my head. Bon, enfin le générique de Randy Orton. Donc, on va passer au Nawak. Et on a eu le retour de nos bons vieux Nawak qui avaient un peu disparu, enfin certains ces dernières semaines. On a eu petite promotion des Bellas qui sont dans le Latina Magazine pour leur télé-réalité qui je crois s'appelle les Bellas. On s'en fout. Mais Darren Young Great Again, une nouvelle fois, il dit qu'il a des problèmes, on ne sait pas quel problème, mais apparemment il y a des problèmes. Et la solution de Bob Backlund est de lui offrir sa prise de soumission fétiche, le Crossface Chicken Wing. Voilà, il est super content, Darren Young, il a une nouvelle prise, on ne sait pas combien ça fait, mais bref. Shining Stars sont enfin de retour. On les attendait, ouais. Ça fait au moins 2 semaines qu'on les voyait pas. Et ils sont une nouvelle fois devant un fond vert et ils disent que personne ne souhaite. Comment ? C'est leur combienième de repackaging, le 4e, 5e ? Ah, ça j'en sais rien. Par contre, j'ai cru que tu allais me demander le nombre de vignettes, je les compte plus. Mais donc bref, ils disent que personne ne souhaite aussi bien un 4 juillet que les Portoricains. Allez savoir pourquoi. J'ai noté pitié, virez-les sans aucune indemnité. Enzo et Cass aussi feront une petite promo pour une marque de fast-food Sonic Boom ou je ne sais pas quoi. $5 pour un burger, un hot dog, des potatoes et sûrement une crise cardiaque. Donc j'ai noté que c'était presque marrant. La fin était plutôt marrante avec le Delicious. J'ai l'impression que ta vanne était plus drôle que le segment. D'accord. Donc voilà, c'était les Nawak de la semaine. On va passer au gros morceau. Alors attention, ça va être un monologue. Je vais essayer de le faire le plus court possible, mais ça va être très long. Vas-y, cours. Ah non, on va parler juste des promos avant. Ah. Donc le gros match de la soirée, c'est bien entendu l'Amérique contre le reste du monde. Pour ce match, on a eu donc une promo en coulisses de chaque équipe, donc l'équipe USA et l'équipe International Alliance. Donc l'équipe USA, c'est Big Show qui joue un peu le colonel, un peu façon, j'ai noté Full Metal Jacket, enfin bref le gars ultra patriotique et tout. Et dans son équipe, on compte Jack Swagger, Kane, Mark Henry, Zack Ryder, Apollo Crews et les Dudleys. Donc voilà, il faut une promo plutôt classique. De ce côté-là, côté USA, c'était pas vraiment drôle, c'était juste moyen. Par contre, côté International Alliance, donc finalement un petit peu les heels, mais avec une goutte de face dedans. On a Jericho qui fait le chef. Il souhaite un bon Canada Day à tout le monde, même si finalement de Canadiens il y a juste Sami Zayn et Kevin Owens dans l'équipe. On a aussi Alberto Del Rio, les Lucha Dragons, Sheamus et Cesaro. Donc un passage plutôt comique où chacun parle dans sa langue, il s'embrouille et tout ça, et puis Owens calme tout le monde en criant "Vos girls" avec son petit accent. C'est ça qui n'est pas raté. Donc voilà, et puis aussi Jericho cabotine comme d'habitude. Enfin je vais pas traduire parce que voilà, c'est à un moment il dit "Watch it" et puis génial ce moment. Il lui dit watch quoi et il fait hit. Il est tellement con. Mais donc voilà. Merci Jericho, hein, c'est celui qui a sauvé un petit peu enfin le segment Jericho et Owens, c'est un peu ceux qui ont fait le boulot. Ah oui. On va passer
donc au match, enfin, si votre avis sur les segments. Ça c'est, on est à la fête nationale, tu sais que les faces vont gagner, ça va être la fête aux faces. Ce qu'il faut regarder, c'est au niveau des éliminations, s'il y a des mecs qui ont été mis en valeur ou pas, et en fait c'est une succession d'éliminations. Il y a Owens qui sort Mark Henry, puis après qui sort. Spoiler. On va parler du match après. Je parlais juste du show. Alors. Non, c'était fun. Celle de l'équipe internationale était fun, comme tu le disais. Jericho, il est vraiment bien installé dans son nouveau gimmick de heel, un peu farfelu. La réplique avec Hit, c'est juste génial. Et Owens qui fait un peu le chef d'équipe, qui s'impose comme chef d'équipe aussi dans ce truc-là. Il leur dit voilà, mettez-vous d'accord, moi je me barre. Débrouillez-vous quoi, démerdez-vous, faites quelque chose, faites un plan. Donc il y a un peu un côté d'Owens qui est mis en avant vraiment au niveau des autres personnages, donc c'est plutôt cool. Je suis toujours content qu'il pousse Owens dans la bonne direction, je crois. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais juste avant, il y a Sheamus qui arrive à interrompre tout le monde, mais ça repart, chacun repart dans son truc, et c'est finalement Owens qui arrive à calmer tout le monde quand même. Ouais, tout à fait. Donc Owens peut pusher que Sheamus. Oui, vas-y. Non, c'est bon, j'ai fini. Ça a coupé, donc du coup je savais plus. Il disait qu'Owens est un bon chef de section. Voilà. Ah, d'accord. La Owens section. Le match, donc. Alors, attention, tenez-vous à une rambarde, parce que là, ça va être long. Je vais essayer d'aller très vite. On a Kevin Owens contre Zack Ryder. Ensuite, il y a des tags Devon contre Sin Cara. Donc Sin Cara qui se fait éliminer ensuite par Bubba Ray. Kalisto élimine Bubba Ray. Cesaro fait son Cesaro swing sur Devon, puis le fait taper par un sharpshooter. Ensuite, on se retrouve avec Jack Swagger contre Cesaro. Jericho se tag sur Cesaro sans prévenir, se fait défoncer par Swagger, mais revient dans la partie lorsque Swagger rate sa Swagger bomb et se prend un code breaker. Swagger se fait éliminer par Jericho. Ensuite, on a Jericho contre Kane. Ça part en vrille, tout le monde arrive sur le ring, et ensuite on revient, il y a une coupure pub et on revient sur Del Rio contre Apollo Crews. Mark Henry remplace Apollo Crews. Del Rio tag Kalisto qui se fait éliminer par Mark Henry. Kevin Owens prend le relais et fait une pop-pop powerbomb sur Mark Henry et élimine donc Mark Henry. Zack Ryder prend le relais de Mark Henry et Owens balance Zack Ryder sur Sami Zayn en lui demandant de faire sa part du taf. Bien entendu, on a une baston qui éclate entre Owens et Zayn. Kane en profite pour faire un chokeslam sur Sami Zayn, mais Owens arrive derrière Zayn avec une chaise pour lui foutre un coup de chaise dans le dos. Bien sûr, Owens se fait éliminer par disqualification. Kane, complètement con, s'attaque à Owens avec la chaise. Donc Kane se fait éliminer par disqualification. Crews arrive et fait un tombé de 3 sur Sami Zayn. Donc Apollo Crews, je pense, sa plus grosse élimination depuis qu'il est à la WWE. Il élimine Sami Zayn quand même. Sheamus élimine Apollo Crews sur un Brogue Kick. Ensuite, Sheamus contre Zack Ryder. Jericho tag pour remplacer Sheamus et chante l'hymne canadien. La team internationale se tag entre eux en boucle, sauf Cesaro qui est un petit peu le vilain petit canard, le dernier face de l'équipe. Donc Cesaro se tag lui-même sur Jericho au bout d'un moment. Jericho, bien entendu, est pas d'accord, donc du coup embrouille entre Cesaro et Jericho, ensuite entre Cesaro et tout le reste de l'équipe, et Cesaro se met à foutre des uppercuts à toute son équipe, et ensuite il se met en place pour le neutralizer sur Zack Ryder, mais Zack Ryder arrive à Zack Ryder arrive à contrer le neutralizer en roll-up. Donc Zack Ryder élimine Cesaro, aussi une grosse élimination pour Ryder. Sheamus revient à la charge, puis Jericho remplace Sheamus et le Big Show remplace Zack Ryder. Big Show élimine Jericho avec le knockout punch et ensuite élimine Del Rio avec le chokeslam. Ryder prend le relais et Sheamus se fait prendre sur le côté par Big Show, donc à la gorge. Et Big Show balance Sheamus sur Zack Ryder qui lui fout un Rough Rider pour la victoire de Ryder et de l'Amérique.
Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? America, fuck yeah. Voilà, Ouais, c'était la fête patriotique, hein, comme disait Panda. Forcément, on savait qu'il allait gagner dès le départ, hein, les dés étaient pipés. Ce que je retiens du match surtout, bah, c'est pareil, une bonne mise en avant de Kevin Owens. Voilà, comme disait Panda, ce qui est intéressant, c'est voir l'élimination qui est un peu mis sur du panier. Kevin Owens, déjà, il se fait pas éliminer. Il se fait éliminer par disqualification, mais personne l'a soumis ou l'a mis au tapis. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif. Et puis Zack Ryder qui a encore un petit moment sympa qui fait remporter la victoire. Bon bah c'est clair que c'est pas la ceinture intercontinentale à Mania, mais bon c'est. Ils ont préservé Kane aussi avec la disqualification. Est-ce que tu crois que ça veut dire qu'il va y avoir une feud Owens-Kane Non, non, non. Le Kane d'il y a 15 ans, je veux bien. Le Kane de maintenant, non. Donc ouais, tu disais il valorise Ryder. Monsieur Armbar, qu'avez-vous pensé du résumé ou de l'extrait de match que je sais pas si t'as vu un bout du match. Non, tu veux dire Panda. Qu'est-ce que Panda. Oh là là. Panda. Comme Amiral a très bien résumé mon point de vue sur ce match. C'est c'est complètement con de disqualifier un mec parce qu'il met un coup de chaise sur un mec qui est plus dans le match. Mais bon, pourquoi pas. En revanche, je note l'absence de Rousseff qui est pourtant champion USA. C'est un peu dommage. Mais parce qu'il a catché en fait. On a oublié d'en parler, mais il a catché en début de show contre Titus O'Neil. Voilà, il a continué sa feud avec Titus O'Neil. Et il a préservé son titre. Il a gagné. Oui, bon. Ah oui, mince. Mais attends, que je regarde ma fiche. Est-ce que je l'ai mis? Normalement, c'est le premier match en fait du show. C'est pas grave. Mais si, c'est parce que j'ai zappé le passage Lilian Garcia. C'est de ma faute. Parce que j'ai mis chante l'hymne américain juste après. Rousseff arrive, suivi de Titus O'Neil déguisé en oncle Sam avec son short aux couleurs américain. C'est un match pour la ceinture. Et voilà, à la fin, Rousseff gagne et dit USA, célébrez ma victoire. Donc voilà. En fait, si tu veux résumer ce Raw, il y a Matthew, donc de Botchamania, qui avait très bien résumé tout le show en un gif. Il avait publié sur sa page Facebook le lendemain donc mardi. C'est un extrait des Simpsons où c'est sur un ring de catch. T'as Oncle Sam goguenard qui regarde, c'est un black militaire qui défonce un mec en Osama Ben Laden qui s'est pris un drapeau américain dans le bide. Voilà, et tout le monde rigole. Je trouve que ça résume très bien le show. Voilà, et notamment le match. Voilà. J'essaierai de le poster sur le forum. D'accord. Bah moi j'ai trouvé ça plutôt marrant. J'ai trouvé ça plus marrant en tout cas que la séquence d'intro. Mais ouais non, un match. Moi je suis plutôt fan. Enfin même si voilà on a bien compris au bout de 2 minutes de ce Raw qu'il se passerait rien. Mais un match où tout le monde joue sa partition et ça va tellement vite que les commentateurs arrivent même pas à suivre des moments. Mais donc voilà, c'est un peu un match de gala quoi. C'est marrant à voir. Il y a des il y a des retournements de situation, il y a des spots faits. Enfin, tout le monde sort son finisher au bout de 10 secondes. Enfin, c'est marrant. C'est partie du jeu vidéo un petit peu. Hein, c'est ça. Hein, c'est du jeu vidéo à plein. C'est le même principe quoi. Tu balances la spéciale direct. C'est la même chose. Donc oui, c'est fun. C'est fun, ça permet de voir peut-être aussi des catcheurs catcher dans la même équipe qu'on ne verrait à aucune autre occasion aussi. Donc c'est pas forcément. Avec les autres, ouais, on va passer aux notes, simplement de ce Monday Night Raw. Je vais commencer par Monsieur Panda, qui n'a pas vu le Monday Night Raw, mais qui va donner une note. Il va noter les commentaires en fait du Monday Night Raw. Il va noter les commentaires et l'extrait. C'est quel extrait de match en fait que t'as eu? Non, j'ai vu quand le segment où t'as Jericho qui essaie de chauffer tout le monde, où t'as Del Rio qui attend, fait non mais attends, qui c'est le chef, et qui fait au lucha en espagnol, mais qui c'est qui l'a choisi pour chef,
Et Kalisto qui fait mais c'est lui le chef ou quoi? Et juste vu ce segment-là et avec Owens qui dit Hogan. Voilà. Et pour les notes, alors écoute, là je suis embêté parce que pas parce que je n'ai pas vu le show, mais parce que je suis anti-note en fait. D'accord. Je peux donner un saucisson à la rigueur. Le tombe bien finalement. Le mec il regarde pas le panda, il regarde même pas l'euro et il note pas. Ah ben bravo. Voilà. Le mec qui sert à rien. C'est un antisocial. Alors. Mais je perds pas mon sang-froid. Alors, Amiral Armbar, ta note? Je vais mettre. Sur 5, hein, bien sûr. Ouais. 1,75. 1,75 parce que très franchement, quand on regarde ce qui s'est passé, il n'y a rien eu qui s'est passé finalement. Ça ne fait avancer aucune histoire. Je suis de plus en plus frustré par leur manière de parler dans les shows de la future draft et de la séparation des brands. Parce que le seul angle qu'ils font pour l'instant, c'est uniquement parler des anciens GM qui reviendraient pour être les nouveaux GM. Finalement, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il y aura une ceinture mondiale ou deux. Pareil pour les divisions féminines, tag team, est-ce qu'il y aura un doublon de ceinture ou pas. Et ça, ils en parlent pas. Donc c'est quand même assez dommage. Par contre, il y a eu des matchs qui étaient pas inintéressants, qui étaient soit fun comme le dernier ou carrément sympa comme le Ziggler Rollins. Une ou deux séquences rigolotes. Les directions qu'ils prennent scénaristiquement dans les FUD sont pas trop déconnantes. Il n'y a rien qui me fait vraiment grimper au plafond, mais il n'y a rien qui me fait crier d'horreur. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais franchement, il s'est pas passé grand chose. Alors moi j'aurais mis un 50, truc comme ça. Mais voir, enfin, non, pas plus. J'allais dire, il y a eu, voilà, je suis du même avis. Hein. Il y a eu, on va dire deux, trois bons matchs. Enfin, dans le sens des matchs plutôt sympas à regarder, hein, rien d'affolant. Et donc voilà. Et puis ce qui est frustrant, c'est que je veux bien les éditions spéciales où voilà il y a de la déconne, etc. Mais je pense pas que ça empêche non plus de faire quelques moments un peu plus sérieux. Et là le seul moment, enfin il y en a quand même eu deux, mais c'est AJ Styles et les New Day. Mais l'embêtant, c'est que c'était vraiment des moments remplissage, de répétition de ce qu'on a déjà eu la semaine dernière. Moi, j'ai pas trouvé. Alors, il y a des gens qui sont vraiment fans, enfin qui disent ouais, Styles depuis qu'il est heel, il est génial et tout. Autant la semaine dernière, j'avais plutôt bien aimé, autant cette semaine, j'ai trouvé très paresseux quoi. Sa promo, c'était un peu c'était un peu gnangnan quoi, c'était un peu genre ouais, on va te battre tous les jours de la semaine, gna, gna, gna. Enfin bref, enfin à toutes les émissions et tout. Donc voilà, j'ai trouvé un peu il était sur un versant un poil trop comique pour moi. C'est vrai que c'est un peu caricatural quoi, c'est vraiment le bully, le mec qui arrive dans la cour d'école avec ses deux gros bras sur les côtés qui vient récupérer le petit déjeuner ou le goûter du gamin quoi. C'est vrai que c'est un peu trop ça, c'est un peu facile ouais. Ça manque un peu d'originalité ou il devrait plus jouer à mon avis le côté vraiment palmarès impressionnant, que ce soit une petite personnelle ou au niveau de Gallows Anderson au Japon. Vraiment le côté menaçant plutôt que le côté gros bras qui vient tabasser quelqu'un à la récré quoi. Ouais, mais bon après il est pas, enfin il vient d'arriver et puis à mon avis on peut pas trop sortir de choses comment choquantes sur John Cena et le seul qui a jamais pu c'est CM Punk. Mais bon, d'ailleurs je vous conseille hein, si vous voulez voir quelqu'un qui pourrit John Cena en live, hein, regardez toutes les compilations de CM Punk. C'est quand même. C'est du petit bonheur. J'en ai regardé il y a pas longtemps et j'aime beaucoup John Cena, mais mon Dieu, ce que Punk lui a mis dans la gueule. Ouais. Owens en est pas mal sorti quand il est arrivé d'ailleurs, hein, qu'il a feudé contre Cena au début. Il a sorti quelques trucs assez intéressants, des bonnes vannes. Mais c'est vrai que Punk est allé plus en profondeur, on va dire, dans le sujet, ouais. Carrément dans l'art, donc. Ouais.
Ça c'était cool. Et Après donc, sur ce que tu voilà. disais sur le fait qu'il n'y a pas eu, enfin que le fait qu'une occasion spéciale, une fête nationale, ça n'empêche pas d'avoir des choses importantes qui se passent ou sérieuses. Le fait est que vraiment au niveau des audiences, j'ai eu un article qui disait que la prévision c'était une des pires audiences d'Euro. C'est-à-dire qu'avant même la diffusion d'Euro, avant même donc, le tournage, ils savaient qu'ils allaient avoir une audience de merde. Parce que c'est fait national, les gens sont pas devant leur télé, etc. Donc du coup, je pense vraiment que ça accentue le fait qu'ils ne fassent avancer rien de majeur, qu'il n'y ait aucune surprise, aucun truc vraiment important qui se passe, parce qu'il n'y aura pas grand monde qui va regarder l'écran finalement. D'accord. Et je vais passer à juste la question à la con de la semaine. Elle est pas, voilà, elle est pas si con. C'est plus une question booking d'ailleurs. Est-ce que AJ Styles a une possibilité de sortir grandi de sa feud avec John Cena et comment? Donc voilà, vous avez 2 heures. Je t'en prie, Panda. Tu avais l'air d'avoir déjà un avis Vas-y. dessus. Bon, oui, voilà, j'ai un peu répondu en fait indirectement tout à l'heure. Non. Voilà. Non, parce que Cena, c'est le top face de la compagnie, c'est un peu le gars intouchable. Enfin, tant que Vince McMahon sera aux manettes et qu'il voudra absolument, il a peur, en fait, je pense, de faire perdre son top guy contre un mec qui vient, de chez le voisin, en fait. Donc, tant qu'il aura toujours cette peur-là, que ça dévalorise son produit, les mecs qui affronteront Cena ne sortiront pas valorisés. D'accord. Eh ben moi je pense le contraire. Il y a de très grandes chances, il y a de très grandes chances malheureusement Panda que t'aies raison et que ce soit ça qui se passe. Et ce serait terrible. Mais j'entrevois une possibilité, c'est que malgré tout, au final, il fasse gagner le club dans la feud contre Cena et ses potes. Même si je suis d'accord, c'est compliqué de faire perdre Cena, ou même comme tu disais, plutôt Hank, de faire perdre un face dans un affrontement où il n'y a pas d'enjeu de ceinture. Mais s'il joue vraiment à fond la carte du club avec la draft qui va arriver, la montée d'NXT et très certainement de Balor, ça veut dire quand même qu'on se trouverait avec ces 4 gars-là de l'ancien Bullet Club qui pourraient venir à terme d'une équipe avec certes Cena mais monter d'autres gars. Et il n'y aurait pas à mon avis grand chose à perdre dans le prestige de Cena que de perdre la feud parce que en face simplement c'était la meilleure équipe. Oui, bien sûr, Cena n'a rien à perdre. C'est ça, il allait pas sortir blessé dans sa popularité parce qu'il aura perdu une feud d'équipe 4 contre 4 ou même 5 contre 5, imaginons si on rajoute Nakamura dans le mix et qu'on pousse tout ça sur leur Series ou j'en sais rien. Mais du coup, faut qu'il les fasse gagner et qu'il reproduise quelque part un effet un peu Shield, qui est une faction, qui soit des mercenaires, qui bossent pour eux et qui s'arrangent de squatter des ceintures, ça peut bien marcher. Ça l'a déjà fait par le passé, donc pourquoi pas. Ouais. Puis tu vas voir. Ouais, vas-y, Panda. Puisses-tu avoir raison. Après, ce qu'il faut voir, c'est, admettons, ça se passe bien pour AJ et il sort vainqueur de la feud. Là, il acquiert une statue assez élevée quand même. Hein. Tu bats quand même le top guy de la dernière décennie quand même. Et tu en fais quoi avec après? Normalement, la suite, c'est le titre mondial. Ouais, tout à fait. Et comme les autres, comme Gallows Anderson, peuvent récupérer la ceinture par équipe, Balor s'il est là, le championnat américain intercontinental, et AJ Styles, faut qu'il parte sur la course au titre WWE ou poids lourd s'ils le remettent. Hein. N'oublions pas qu'il y a peut-être 2 titres mondiaux qui vont être là dans pas longtemps. C'est vrai. Voilà, bah moi, mon avis là-dessus, j'ai pas, j'allais dire que j'ai pas d'avis là-dessus, dans le sens où je pense pas quoi que soit la sortie de cette feud, je pense pas que AJ Styles va en sortir diminué parce que je le vois justement rentrer dans dans la title picture dans la brand où il arrivera, que ça soit SmackDown ou Raw. Et donc voilà, je pense que Cena il va ensuite repartir peut-être choper une ceinture moindre et repartir dans sa valorisation
sa mise en valeur des jeunes superstars. Et donc voilà, après c'était vraiment la feud. Pour le coup, je pense que c'est moins pour savoir qui va gagner que juste pour faire s'affronter voilà le représentant de la TNA dont on ne parle jamais, mais et le représentant de la WWE. Donc voilà. Si vous n'avez rien à rajouter pour votre défense. Si j'ai juste une petite précision, on parlait tout à l'heure des championnats par équipe par rapport au fait que New Day allait bientôt franchir un record. Et effectivement, ils en sont à 318 jours dans leur règne actuel, et le record c'est 331. C'était London et Kendrick. Donc du coup, ils sont à 2 semaines, un peu moins de 2 semaines d'être l'équipe championne le plus longtemps. Mais comme tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe. Ouais. C'est pour le nouveau titre tag team, enfin le titre depuis 2002. Ouais, tout Parce à fait. que si tu prends tous les règnes tag team à la WWE depuis le début de la WWE, c'est Démolition. C'était à la fin des années 80, c'était avec l'ancien titre tag team, celui qui avait fusionné. Et il y a quoi? C'était en 2010, je crois. Et qui en fait avait eu les titres pendant plus de 400 jours. Quoi. Ouais, t'as tout à fait raison, mais le fait est que la WWE va vouloir dire et mettre en promotion le fait que la New Day a battu un record, donc ça marche quand même. Ouais, bien sûr. Mhm. Enfin, moi, je suis assez sensible sur ces questions-là. Je trouve ça un peu dommage que la WWE se prive de son passé, enfin, qu'elle met en valeur son passé récent et pas son passé un peu ancien. Quoi. C'est un peu dommage. Ouais, c'est pour faire la sensation, pour dire il y a un nouveau record qui est battu, ils l'ont franchi, donc là du coup les Wyatt pourront peut-être gagner la ceinture, enfin les ceintures. D'ailleurs j'ajoutais un truc, donc apparemment les New Day ils vont aller les voir dans leur baraque au fond des bois, comme tu disais Ouais. Franck. Et ça, est-ce que ça fait pas référence ou un rappel à ce qui se passe du côté de la TNA en ce moment entre Jeff Hardy et Matt Hardy? Je sais pas si tu l'as un peu suivi. C'est une bonne question, et en revanche, j'ai vu le match là qu'ils ont fait cette semaine. C'est incroyable. C'est à voir, c'est indescriptible. Il faut regarder absolument le TNA Wrestling de cette semaine, juste pour le match de fin, où pour faire rapidement Matt Hardy et Jeff Hardy, énième feud, et là ils sont partis dans un délire complètement de l'espace, où ils font un combat donc dans la propriété de Matt Hardy, et il y a une séquence vidéo qui est tournée, mais on dirait du mauvais Lucha Underground quoi en fait, on dirait un mauvais soap opéra. C'est une mauvaise série de série Z quoi. Ah oui, non mais Matt Hardy envoie une armée de drones chez Jeff Hardy pour l'éloigner, pendant que Matt Hardy vraiment exulte tel un méchant de mauvais film sur une moissonneuse batteuse pour pouvoir détruire le jardin de Jeff Hardy. On en est là. Ah ouais. Non mais c'est un excellent. Et ils se font un combat dans les bois nocturnes, éclairé par des phares de bagnole, avec des feux d'artifice, avec un jardinier espagnol, mexicain. Enfin c'est n'importe quoi. Il faut le regarder. Quand tu fais des feux d'artifice, c'est des armes. Hein. Ils sont pas là pour la déco. Non, ils sont utilisés en tant qu'armes. Oui, à un moment donné, il y a Matt Hardy qui pulvérise Jeff Hardy de feux d'artifice pendant que Jeff Hardy se protège un couvert de poubelle. Voilà, Jeff Hardy qui riposte après et Matt Hardy qui se planque derrière un bateau. Bon. Regardez-le. Ouais, voilà. On en parlera si un jour quelqu'un a le courage de faire un podcast sur la TNA. Il y a rien à voir à part ce match-là, c'est tout. D'accord. Si t'écoutes bien ce qu'on a dit, tu te dis c'est irréel. Alors si tu le regardes. D'accord. Bon, sur ce, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés pour ce podcast un peu spécial avec des nouveaux chroniqueurs et un Monday Night Raw. On est désolé, pas terrible, mais on espère que vous avez pris plus de plaisir à écouter ce podcast qu'à le regarder si vous avez regardé Monday Night Raw. Et je remercie tout d'abord Flying Panda d'être venu cette semaine. Merci à toi de m'avoir invité. Hein. C'était bien aimable. Je passais un bon moment. D'accord. Et monsieur Amiral Ambar, et non pas Akbar. Eh ben merci beaucoup, c'était chouette, et ben merci d'avoir écouté aussi. Et puis de toute façon à très bientôt sur le forum ou sur le podcast. Et je vais remplacer Yarem cette semaine et vous dire que le podcast sera disponible sur iTunes, Mixcloud, YouTube et peut-être que j'en oublie un. Voilà. Sur l'ORTF. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter sur YouTube et à partager le
podcast pour que nos fans soient de plus en plus nombreux. Bon, bref, je vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Ton corps change, ce n'est pas sale.